Nous nous en voudrions de ne pas saluer la remarquable présence de leurs excellences membres du gouvernement, ainsi que ceux du cabinet du président de la République, qui ne cessent de nous témoigner de leur soutien en pareille circonstance. Soyez-en remerciés. Ces remerciements s'adressent également aux magistrats des hautes juridictions et aux officiers rattachés présents dans cette salle. À mes honorés collègues, le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, ainsi qu'au procureur général Pressecourt, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse d'accorder aux différentes activités de notre Cour, veuillez trouver à travers ce mot l'expression de ma profonde reconnaissance. Que l'appropriation d'immeubles par les institutions bancaires, sans attendre le terme du vrai consenti et la suite d'une exécution fondée sur des procédures hors normes, faute de surveillance. Que des saisies immobilières qui aboutissent à la vente des immeubles des personnes non concernées par la créance d'un recouvrement forcé. Madame le Premier Président a abordé la question relative à la saisie-attribution des créances, n'est-ce pas? Cette saisie-attribution de créances est pratiquée généralement entre les mains des institutions bancaires ou assimilées. Tous les discours étaient merveilleux. Et plus vous me demandez qu'est-ce que j'aurais retenu du discours de Madame Première Présidente de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et elle a épinglé sur le béfi que j'appellerais et de la manière dont les éjunctions inférieures condamnent aux dommages intérêts d'une somme exorbitante. Ce qu'elle a décrié, ce n'est pas un bon comportement, mais néanmoins, elle a épinglé que même si la tiers saisie parvenait à critiquer ou à nier sa qualité, il demeure parce qu'il avait payé. Donc, d'une manière générale, c'est un discours qui rencontre les sentiments et la position, et surtout qu'il a précisé pour le reste des juridictions une ligne de conduite, une ligne à suivre. Voilà en un mot, un peu de mots, ce que je peux dire pour le discours d'aujourd'hui. Madame le Président, vous accueillir en désolé, l'occasion de cérémonie, rentrée judiciaire, au bureau. Le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature.
Monsieur le procureur général fait cette cour, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général fait cette cour, Madame le premier président du Conseil d'État, Monsieur le procureur, Monsieur le membre du Conseil de l'ordre, mes très chers et honorés confrères. Ces jours, les valises officielles des activités des avocats prévotent. À cette occasion, assure le survie de tout avocat et syndicat. Mon allocution tournera autour de 5 thèmes. Des missions classiques de l'avocat. Le deuxième thème, c'est l'organe ayant le pouvoir de statuer et de fixer les ordres et du conseil de l'ordre dans la procédure de conciliation. Madame le Premier Président, je me permets, au nom de tous les avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, de vous rappeler simplement que les missions classiques de tout avocat, et celle notamment de représenter, d'assister le parti, de plaider et conclure devant les juridictions, mais aussi leur mission s'étale jusqu'à le représenter dans les organes de société commerciale ainsi qu'auprès des institutions publiques et privées. Ce qui me pousse à vous dire doigté et abnégation. En contrepartie de ces missions pratiques, Madame le Premier Président, la question est réglée par l'ordonnance loi qu'on appelle la TDA et présente à son client cet état détaillé pour son client lorsqu'il dépose sa note d'honoraire de guerre. Est traité de tout le monde israélien allant de lui traiter de prédateur alors que au regard de son état d'honoraire, l'avocat pense de statuer et de fixer les honoraires dus à l'avocat revient exclusivement au Conseil national de l'ordre. Mais avant que ces derniers ne soient saisis, en amont, il y a in fine et aussi par l'article 62 du règlement de l'ordre a pour mission simplement de concilier. Et si à son niveau il n'arrive pas à concilier, il saisit les conseils de l'ordre qui lui procèdent au même devoir, celui de conciliation. Mais quand est-ce que ces deux organes sont saisis? Madame le Premier Président, l'initiative de ces concurremment aux clients et à l'avocat. Les clients, lorsqu'ils reçoivent la note, invitent l'avocat pour lui présenter l'état détaillé de ses honoraires partis et pour permettre le paiement. Lorsqu'il explique à son niveau, le conseil de l'ordre arrive à atteindre cet objectif, il établit un procès verbal de conciliation. En cas d'échec des honoraires, fort de cette autorisation, l'avocat saisit à son tour le premier président de la Cour d'appel pour obtenir de ces derniers l'ordonnance portant apposition de la formule exécutoire à la note d'honoraire de l'avocat entérinée par l'acte de l'avocat, par l'autorisation de son bâtonnier et par l'ordonnance portant apposition de la formule exécutoire, c'est bien son saisie. Il se retourne immédiatement auprès du premier président pour lui demander de bien vouloir rétracter son ordonnance pour lui permettre de répondre, n'est-ce pas, à la disposition de ses biens saisis.
Or, cette procédure, Madame le Premier Président, n'est pas conforme à la loi. À ces sujets, qu'il me soit permis de vous lire la décision qui a été prise par le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe et qui a été entérinée par le Conseil national de l'ordre, précisément à son article 12. Cet article dispose: après la date de la mise en demeure, en cas d'exécution par le client, à contester les honoraires, soit après l'autorisation du patron, l'avocat poursuivant agira avec délicatesse en évitant des honoraires et constituer une caution à déterminer en fonction des sommes autorisées en faveur de l'article 81 de la loi cadre sur le barreau en son alinéa 5 d'acte exécutoire. Madame le Premier Président, par le Premier Président de la Cour d'appel n'est qu'un acte qui rend à l'autorisation de M. Bâtonnier la valeur d'un titre exécutoire. Et du seul fait que cette ordonnance est rendue, le Premier Président est dessaisi du dossier et s'il y a des recours à formuler, ces recours doivent être formés devant le bâtonnier de l'ordre qui est à l'origine de l'autorisation et recouvrée par la contraire. Et dès que le bâtonnier est saisi, d'office, il écrit à l'avocat poursuivant et lui demande séance tenante, non à la tentative de conciliation. Le Premier Président est un maillon important et par conséquent il serait louable de recevoir du Premier Président la célérité d'obtenir une ordonnance. On passe la parole à M. le procureur général. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général fait cette cour ici représenté, Monsieur le Premier Président, Madame le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général, près du Conseil d'État, ici représenté, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, ici représenté, Monsieur l'auditeur général, près cette cour, ici représenté, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ici représenté, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions juridiques et administratives, Mesdames et Messieurs, le haut magistrat de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire et de laquelle fait ses juridictions. Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et honoré collègues. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, honoré collègues. Monsieur le procureur général de cette cour et honoré collègues. Mesdames et Messieurs, le magistrat de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et du parquet PSF-Cour. Monsieur le bâtonnier du barreau et la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. De la loi organique numéro 13, barre 011, impose à chaque cour d'appel de tenir l'audience solennelle. Intervient ce 20 novembre au lieu de la date du 29 octobre prévue par la loi. À ce sujet, l'article 12 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement
intérieur de cours, tribunaux et parquets met fin à la querelle de date lorsqu'il donne au premier président de la Cour d'appel de fixer la date de la tenue de l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de sa Cour. C'est pour nous conformer à cette obligation que nous nous retrouvons dans cette salle pour l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Miséricorde ne manque pas de veiller sur ses enfants. Il a permis la tenue de cette audience ce jour et en celui. Vers le premier des citoyens, magistrat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non seulement avoir porté son devoir, mais aussi et surtout pour ses efforts inlassables. Ici nos hommages les plus déférents. Et en mon nom personnel, nous vous prions d'accepter nos remerciements les plus respectueux. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, l'article 64 de la loi organique numéro 13 par 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire que nous avons rappelé sur place précise qu'à l'occasion de l'audience de la rentrée judiciaire, le procureur général prononce une allocution axée sur un sujet spécifique de son ressort. Pour ce faire, nous avons choisi de vous entretenir sur les thèmes intitulés le rôle du ministère public dans l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale. La place et le rôle du ministère public dans les procédures de droit privé en droit judiciaire congolais peuvent paraître comme un terme sans effet, sans intérêt, dès lors qu'il est généralement admis que le magistrat du parquet est essentiellement répressif, pénal, et qu'il joue son rôle très déterminant dans la recherche, la constatation et la répression des infractions, et c'est à lui qu'on revient aussi le pouvoir d'arrestation. Ainsi considéré, le ministère public se retrouve comme un étranger dans les procédures judiciaires relatives aux questions de droit privé, étant entendu que celles-ci mettent en cause, en principe et le plus souvent, les intérêts des particuliers. Au cours de la période, avant l'adhésion de la République démocratique du Congo au système du droit Rwanda, l'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions de justice en matière civile n'était que faiblement ressentie, sinon elle s'est limitée à la seule occasion de l'établissement lorsque les huissiers de justice recouraient à lui pour obtenir la réquisition de forces publiques afin de prêter même aux officiers de justice parfois confrontés à une résistance rencontrée à l'occasion de l'exécution forcée du jugement. Avec l'adhésion, le 27 juin 2012, de la République démocratique du Congo au système du droit Rwanda, le reste, le droit d'intervention du ministère public dans la procédure d'exécution des décisions de justice en matière civile s'est défini davantage. En effet, les actes uniformes portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et du droit d'exécution a reconnu la suprématie des traités internationaux qui peuvent changer l'exécution dans les États parties de justice et énumère les intervenants dans l'exécution. Il ignore à côté de cette exclusion
l'article 29, celui-ci responsable de toute carence ou refus de prêter son concours à l'exécutif. Les comptes de cet ordre public doivent-elles passer sous l'indifférence totale du parquet à la mission qui a la mission de le protéger? L'intérêt d'une telle réflexion tient à ce qu'elle constitue une ébauche de solution à proposer face à la prolifération des procédures. Et nous sommes saisis des conséquences d'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale. Quel est de la loi numéro 16/011 du tout des actes posés en vue de favoriser et à l'occasion d'exécution des décisions de justice en droit public. Qu'est l'exécution de la loi communautaire? Qu'est l'appropriation d'immeubles par les institutions bancaires sans attendre le terme du prêt consenti et la suite d'une exécution fondée sur des procédures hors normes, faute de surveillance? Que des saisies immobilières qui aboutissent à la vente des immeubles des personnes non concernées par la créance d'un recouvrement forcé. Comment gérer ce jugement qui se procure le parti, à travers des officines d'écriture, des huissiers et des avocats? L'approche explicative des concepts et quelques cas de l'exécution. Et nous allons terminer par en matière de décision de justice, en un accomplissement de ce qui avait été décidé ou arrêté. Exécution en matière administrative, fiscale et en matière civile et commerciale. Et c'est le principe de l'exécution dite volontaire. Spontanée, qu'il convient de vérifier si sont remplies les conditions, les cas échéants avec le concours de la force publique ou encore avec une saisie de justice et la force exécutoire. La est attribuée au juge au sens de l'acte uniforme portant procédure créancier impayé, soit de saisir le bien de son éditeur, le vendre, que les arrêts, les traités et les accords internationaux régulièrement ratifiés le 17 octobre 1993 précise dans son article 10 au contraire de loi interne antérieure ou postérieure. Et dans les États parties. Précisant la portée de cette disposition, la Cour commune de justice sous la procédure simplifiée de recouvrement des créances et droits d'exécution s'impose à tout le monde et abroge toutes les zéro de la société. Complétant cette définition, en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et exactement appliqués. Les attributions du ministère public et de l'Office de justice. Il veille au maintien de l'ordre dans le cours des tribunaux, sans préjudice à toutes les audiences de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance. Et la procédure d'exécution l'invite tout de même à la suite de la mission de l'exécution des décisions de justice en matière civile et confiée à des décisions de justice et de maintenir l'ordre public et laisse passer aucune situation en le comportement sanctionné par les mesures civiles et constitutives d'une infraction. Le ministère public ne restera. Les dispositions abrogatoires de l'acte uniforme pourtant de l'ordre public confié à Pour notre part, nous continuons à penser que la public est celle de protéger la société et son ordre. Les gars s'en trouvent profondément fatigués. C'est pourquoi, avec un peu d'objectivité, mais sans l'exercice de l'action publique et nous fondons sur la brèche l'exercice de l'action publique dans la protection de l'exécution des décisions nucléaires. Indépendant du contrôle de l'officier terrain. Envisager le contrôle, même du ministère public, comme sur les
cas avec plusieurs officiers ministériels. Avec les Kinshasa et de tous les autres magistrats de mon ressort sur les actes qui étaient par partie officiers à travers la gestion d'approcher l'exécution et de ne pas se léger un obstacle à l'exécution des décisions. À terme, aux intérêts privés légalement obtenus et consacrés par les décisions de protéger l'ordre public général et l'ordre public de la République. Je requiers à ce qu'ils connaissent à votre goût et déclarer que de la magistrature. Madame la ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, ici représentée. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge des matières juridiques. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Nous nous en voudrions de ne pas saluer la remarquable présence de leurs excellences membres du gouvernement, ainsi que ceux du cabinet du président de la République, qui ne cessent de nous témoigner de leur soutien en pareille circonstance. Soyez-en remerciés. Ces remerciements s'adressent également aux magistrats des hautes juridictions et aux officiers rattachés présents dans cette salle. À mes honorés collègues, le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, ainsi qu'au procureur général Pressedcourt, pour l'intérêt particulier qui ne cesse d'accorder aux différentes activités de notre cour, veuillez trouver à travers ce mot l'expression de ma profonde reconnaissance. Aux collègues magistrats du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ainsi qu'à tous les agents de l'ordre judiciaire pour leur contribution à l'organisation de la cérémonie de ce jour, trouvez ici l'expression de notre franche collaboration. Nous exprimons enfin toute notre gratitude à tous nos distingués invités qui ont dû abandonner leurs multiples occupations afin de rehausser de leur présence cette audience solennelle. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à l'occasion du renouvellement de notre serment légal et statutaire le 9 septembre dernier, nous avons eu à opiner sur le procès équitable, gage idoine de la restauration d'un état des droits. Nous y avons relevé que le droit à un procès équitable est un droit de l'homme, mieux un attribut à valeur constitutionnelle reconnu à toute partie au procès. Pour garantir aux Congolais la jouissance de ce droit, le gouvernement de la République démocratique du Congo a entre autres adhéré à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, inconcible OHADA, sortant ainsi de l'autarcie judiciaire. Cette dernière refusait de la sorte de se recroqueviller sur sa propre législation interne, faisant ainsi le libre choix d'appliquer sans réserve toute la législation sécrétée par cette organisation régionale à vocation judiciaire. Adopté le 10 avril 1998 dans sa version originale, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution mérite que l'on s'y attarde dans la mesure où les matières qui l'organisent occupent journellement le prétoire de nos juridictions. Il convient d'ores et déjà d'indiquer que les dispositions de cet acte uniforme abrogent toutes les dispositions relatives aux matières qui concernent dans les États parties et sont applicables aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur, articles 336 et 337 de l'acte uniforme. Au nombre des mesures d'exécution forcée ci-avant visées, le législateur communautaire organise notamment la saisie-attribution des créances, procédure qui permet à un créancier de se faire attribuer des sommes d'argent appartenant à son débiteur détenu par une personne physique ou morale appelée tiers-saisie, dont le refus par ce dernier de coopérer dans les procédures tendant à l'exécution ou à la conservation des créances expose à des condamnations diverses, notamment au paiement de la cause de saisie et ou au paiement des dommages et intérêts. À ce sujet, il sied de souligner que ces condamnations
dont sont victimes les tiers saisis et pour lesquels le juge accorde des dommages-intérêts exorbitants, en l'occurrence les établissements bancaires et autres sociétés commerciales, ont des effets néfastes sur leurs activités, au risque même de paralyser le climat des affaires, gage du rétrécissement du tissu économique de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, le procureur général ayant circonscrit le cadre légal de la solennité de ce jour, qu'il nous suffise d'indiquer qu'il nous a paru opportun, au sujet de la rentrée judiciaire 2023-2024, d'épiloguer sur la problématique de la condamnation du tiers saisi dans la procédure de saisie-attribution des créances. Pour bien scruter ce sujet, nous l'avons subdivisé en 2 chapitres, dont le premier est relatif aux notions sur le concept de tiers saisi et le second se rapporte à la détermination de l'étendue des obligations du tiers saisi et ses conséquences. Il va de soi qu'une conclusion résumera les grandes lignes de notre intervention. Vu que ce discours intervient dans le contexte de la modification de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, il nous sera loisible d'indiquer quelques innovations intervenues. Chapitre 1er, le concept de tiers saisi, notion. Le législateur communautaire n'a pas expressément défini ce que l'on entend par tiers saisi, mais s'est limité uniquement à énoncer à travers les articles 38, 80, 81 et 156 de l'acte uniforme précité le comportement adopté par ce dernier en cas de saisie de sommes qu'il détient. Ce vide a été comblé au fil du temps par la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage en sigle CCJA. Ainsi, le concept de tiers saisi s'entend de toute personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir indépendant, même si elle les détient pour le compte d'autrui. De quelle manière peut-on identifier un tiers saisi dans une procédure de saisie-attribution des créances? La réponse à cette question fera l'objet du paragraphe suivant. Les critères d'identification de la qualité du tiers saisi. Il est important de préciser que les critères d'acquisition de la qualité du tiers saisi sont continuellement précisés par la jurisprudence au fur et à mesure que le contentieux porte sur de nouveaux problèmes révélés par la pratique sur cette thématique. Ainsi, à l'heure actuelle, 3 critères caractérisent le tiers saisi, à savoir la détention des sommes d'argent pour le compte du débiteur en vertu d'un pouvoir propre et indépendant du débiteur saisi, l'appréciation souveraine du juge et l'autorité de la chose jugée. La détention des sommes d'argent pour le compte du débiteur en vertu d'un pouvoir propre et indépendant. Le tiers saisi doit effectivement avoir des fonds appartenant au débiteur saisi au moment de la saisie. Il doit dans ces cas être débiteur à l'égard du débiteur possédé d'une somme d'argent. En d'autres termes, dans cette procédure, le tiers saisi doit être le débiteur du débiteur saisi entre les mains duquel le créancier de ce dernier a réellement pratiqué une saisie. À ce titre, le tiers saisi n'est pas une personne supposée, mais celle qui détient effectivement des sommes d'argent dues aux saisies au moment de la saisie. Ça permet au tiers saisi de s'opposer éventuellement à une demande en restitution et le tiers saisi. Celui-ci doit être extérieur à tout rapport ou engagement existant entre les pièces soumises à son examen. À cet effet, il a été jugé que c'est sur base de déclaration et de communication de l'autorité de la chose jugée. En 2018, dans l'affaire opposant la société NCA Banque de la Côte d'Ivoire, obstacle à une procédure de saisie-attribution ou de saisie conservatoire des créances. Ce paiement ne peut en principe intervenir qu'à l'expiration du délai d'1 mois imparti au débiteur saisi pour contester sa saisie. Il convient de rappeler que l'inobservance dans le chef du tiers saisi des exigences requises par les dispositions ci-citées expose à diverses sanctions que nous examinerons ci-après. Paragraphe, la condamnation au dommage et intérêt seulement. Lorsque le débiteur saisi n'a pas été de contestation, les juges, surtout ceux des
à nous de demander 100 000 $. Pour mettre un terme à pareil également, le législateur propose que la condamnation du tiers saisi au cause de la saisie paraît sans doute excessive en ce qu'elle pèse sur une personne, en ce qu'elle constitue la meilleure mesure combinatoire pour contraindre le tiers saisi à s'exécuter le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Madame, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, en titre et qualité respectifs, pour la saisie attribution, pour une bonne appréhension de la question, vu que le tiers saisi est la personne au centre du dispositif de cette loi d'exécution. Les sociétés assimilées, les avocats, les huissiers de justice et les magistrats puissent observer scrupuleusement. En considération des points développés ci-dessus, nous formulons les recommandations de risque. D'allouer des dommages intérêts exorbitants susceptibles de les exposer aux sanctions pénalistes et au respect de leurs critères, entre autres du respect strict des dispositions et recommandations susrapportées. Madame, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les magistrats, toutes catégories statutaires, nous resterons encore tout à l'heure pour lier l'utile à l'agréable, non sans avoir au préalable indiqué les dispositions protocolaires suivantes. D'abord, nous avons autant de faire ce que respecter l'ordre de la sortie qui se présentera de la manière suivante. D'abord la composition, suivie du président du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de tous les membres du bureau, des magistrats ainsi que des invités de marque, dont notamment le conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions diplomatiques, judiciaires et administratives. S'agissant du cocktail, ils seront servis dans le cabinet de Madame le Premier Président. Ils seront conviés seuls des membres du bureau, du Conseil supérieur de la magistrature nationale, Oui, je suis M. Losange Mukwala, Zéphirin, je suis conseiller à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Bon, Madame le Premier Président a abordé la question relative à la saisie-attribution des créances, n'est-ce pas? Cette saisie-attribution de créances est pratiquée généralement entre les mains des institutions bancaires ou assimilées. Alors, lorsque ces institutions bancaires n'arrivent pas à s'exécuter correctement, ils peuvent être condamnés. Parfois, ils peuvent être condamnés pour payer le montant de la créance ou même être condamnés aux dommages et intérêts. Alors, elle a notamment déploré le fait que certains juges arrivent à allouer des dommages et intérêts fort exagérés. Et il a demandé à tous les magistrats de son ressort de réajuster le tir pour que
l'état de droit puisse triompher. Voilà en substance ce qu'elle a dit. Ah oui, tous les discours étaient merveilleux. Et plus vous me demandez qu'est-ce que j'aurais retenu du discours de Madame Première, présidente de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et elle a épinglé sur le défi que j'appellerais, et de la manière dont les juridictions inférieures condamnent aux dommages et intérêts d'une somme exorbitante. Ce qu'elle a décrié, ce n'est pas un bon comportement, mais néanmoins, elle a épinglé que même si la tiers saisie parvenait à critiquer ou à nier sa qualité, il demeure parce qu'il avait payé. Donc, d'une manière générale, c'est un discours qui rencontre les sentiments et la position, et surtout qu'il a précisé pour le reste des juridictions une ligne de conduite, une ligne à suivre. Voilà en un mot, un peu de mots, ce que je peux dire pour le discours d'aujourd'hui. Non, mais en fait, j'ai dit absolument, mais le discours, et surtout le procureur général aussi a précisé, en ce qui concerne les déguerpissements par réquisition, une pratique qui est tout à fait interdite. Donc, ça rencontre toujours ma position, parce que le déguerpissement reste et demeure judiciaire et non par une décision de magistrat instructeur par réquisition. Ce n'est pas une décision judiciaire. Donc, seule la décision judiciaire peut ordonner les déguerpissements. Donc, tous les deux discours étaient les bienvenus en ce qui me concerne. Merci. Je vous remercie. Merci pour tout. Merci.